Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou esquiver le spoil d'un titre en particulier, vous avez le chapitrage dans la barre YouTube, vous avez le chapitrage en description. Voilà, c'est dit. Avant de commencer, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, TikTok, Instagram, Discord. Voilà, n'hésitez pas à me suivre un peu partout, je poste plein de trucs à droite à gauche. Et bah voilà, maintenant que c'est dit, on commence maintenant. Tout d'abord, on va commencer avec Magical BT, j'ai acheté le coffret Bizarre Aventure Hirohiko Araki. Il serait temps que je commence à lire les one-shots, enfin les 4 bouquins. Donc sur 4 mes lectures, je vais vous parler de chacun des histoires. Donc on commence avec le premier, Magical BT, donc qui est une série des années 83. C'est la première série longue de Hirohiko Araki, donc le papa de Jojo Bizarre Adventure. Bon, en vrai, on va être sincère, 2 minutes, c'est pas ouf. C'est intéressant pour comprendre la vie d'auteur de Hirohiko Araki, mais en soi, c'est pas un bon manga, y a rien d'intéressant. Alors, on reconnaît certains tics déjà de Hirohiko Araki plutôt, avec les personnages très intelligents qui vont élaborer pas mal de plans. On sent que BT, c'est quand même le prototype en termes d'apparence de Dio, et c'est vrai que le personnage aussi est de Magical BT est un personnage très anti-héros, dans le sens où c'est un héros vraiment néfaste. Genre, il fait des bêtises, mais des méchantes bêtises. Il y a des histoires avec des abeilles, il y a un passage où en plus il est cosplayé en Orange Mécanique, donc tu sens vraiment le côté très négatif du personnage. Et alors je sais pas du tout si l'auteur de Yu-Gi-Oh s'en est inspiré, mais ça me fait beaucoup penser au début de Yu-Gi-Oh, quand c'est juste avant l'île des duellistes, donc avant qu'on parte sur du duel de monstres, où Yami Yugi est un sauveteur et il aide des jeunes innocents et il tabasse des furios, des délinquants, et c'est souvent des histoires très sombres et vénères, un peu exagérées quand même, des trucs vraiment extravagants, et là où BT ça reste encore des fois des trucs, on peut se dire, on peut le reproduire, genre je vais me cacher dans les toilettes pour m'infiltrer dans le musée, c'est le genre de truc qu'il faut pas montrer ça aux enfants pour qu'ils le reproduisent. Mais voilà, c'est intéressant, voilà, mais ça reste un produit, de toute façon le coffret pour moi c'est un produit pour les fans qui veulent découvrir les œuvres non sorties de l'auteur, les premiers travaux de l'auteur, mais en soi, c'est pas un indispensable, clairement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, voilà, c'est intéressant, mais c'est pas un indispensable. Maintenant, on parle de Oshinoko, tome 3. Il s'est fait attendre, parce que les 2 premiers tomes sont sortis au mois de janvier. Donc on a attendu février, mars, avril, mi-mai pour avoir la suite. Je trouve que c'est un petit peu long, surtout quand on est noyé par plein de sorties des éditeurs qui te sortent 2 tomes d'un coup, puis un tome tous les 2 mois, pour qu'on perde pas trop le cap. Pour faire le choix de sortir le tome 3 4-5 mois après, c'est peut-être dangereux pour l'avenir de la série. En tout cas, moi, je le souhaite pas. C'est un très bon arc centré sur Aquamarine, Aqua, qui rejoignait une télé-réalité. Alors, c'est un truc un peu bizarre parce que c'est une télé-réalité, mais c'est pas filmé en réalité, c'est filmé à l'avance. Il dit le week-end, et il y a tout un script où ils doivent suivre un script. Alors, ils sont encore un petit peu libres de leur choix, tout le côté télé-réalité, mais il y a quand même un fil conducteur où on dit ouais, faut que tu dises ça à telle personne, faut qu'elle soit triste, faut que tu la lâches, faut que tu sortes avec elle, etc. Donc voilà, il y a quand même un fil conducteur qui fait que c'est télé-réalité, mais très télé plus que réalité. C'est sympa, j'ai trouvé, j'ai reconnu un petit peu l'humour de Aka Akasaka, donc l'auteur de Kaguya-sama, avec le passage où t'as Aquamarine qui est avec une fille et qui parle de frivolité, d'amour, et il dit ouais c'est trop bien, etc. Et qu'au fond il dit j'ai envie de mourir. Et ça me fait beaucoup penser à de l'humour de Kaguya-sama. Après, je pense que Oshinoko, je l'apprécierai d'autant plus quand j'aurai 10 tomes de plus de Kaguya, parce que là j'en suis qu'au tome 9 et à la 3ème saison de l'animé, et je commence à comprendre un petit peu les délires de l'auteur, et je pense qu'Oshinoko je l'apprécierai encore plus quand j'aurai peut-être 10 tomes de plus dans les pattes de Kaguya, où je comprendrai encore plus les délires d'écriture de l'auteur, les tics d'écriture, son humour, mais ça reste sympathique, même si là on est un peu plus voilà, sur Aquamarine et son enquête qui a l'air d'avancer un peu plus, parce que il va recruter un personnage qui va être utile pour la suite de l'aventure, en tout cas pour lui. Mais voilà, en tout cas, Oshinoko, toujours un très bon titre. Les héros de la galaxie, tome 15. Alors, en ce moment, sur ADN, il y a l'adaptation Ginya Desetsu, je sais plus avec un titre, un sous-titre en allemand.
Donc là, je crois qu'on est à peu près dans ce qui est dans la saison 3. Parce que la saison 2, pour moi, c'était le délire où Reinhardt prend le pouvoir dans l'Empire et qu'il y a le putsch dans l'Alliance Galactique. Donc là, on est juste après ça. Donc le putsch est terminé. Yang Wenli, il a calmé le putsch. Reinhardt est devenu Premier ministre, enfin il est chancelier, mais c'est le Premier ministre en fait de l'Empire, et on est vraiment sur de la grosse politique, parce que là on commence à te parler de réformes judiciaires, des impôts, libération des esclaves, répartition des terres. Yang Wenli, on nous commence à nous parler un petit peu des batailles d'influence entre le fait que les amiraux sont au-dessus de lui, mais ils ont pas envie qu'il grimpe, les ministres qui ont des dettes, etc. On est vraiment sur de la grosse politique, ce qui fait que ça devient un peu plus touffu à tout comprendre, et je pense à saisir, surtout que on a quand même un rythme de publication qui est un peu comme Shinoko, un tome tous les 3-4 mois, ce qui fait que des fois pour se replonger dans ces délires de politique, ça va devenir de plus en plus compliqué. Et alors après, bon, ça, le tome est centré sur le personnage en couverture, Julian Mitz, donc qui est le pupille, le disciple, l'enfant adoptif de Yang Wenli, qui avait rejoint l'armée et qui va faire sa première mission, sa véritable mission, donc le baptême du feu, comme ils disent dans le bouquin. Et il s'en sort plutôt bien. De toute façon, c'est un petit peu dommage, c'est qu'à un moment donné dans la série, on nous avait dit, oui, il ne savait pas encore, mais un jour il deviendrait le Premier ministre de l'Alliance. Ce qui fait que tous les enjeux dans lesquels va être Julian, en termes de danger, sont éteints, parce que je sais qu'il va survivre et qu'il va être un jour Premier ministre, ou secrétaire du parti, je sais plus quoi. Donc là, c'était intéressant, il y avait de l'enjeu, mais c'est vrai que, comme je connais son destin, les enjeux, je les ai plus vraiment. Mais bon, c'est juste un petit détail. En soi, c'est un très bon tome, mais c'est vrai que ça devient un peu plus touffu, surtout que là, j'attends vraiment avec impatience ce tome 16, parce que là, il va y avoir une grosse baston entre deux, on va dire, des grosses forteresses, des étoiles de la mort qui vont se taper dessus. Ça va être génial, il va y avoir de la grosse action. J'attends ça avec impatience. Sous les recommandations de Lushisko, j'ai pris Boys Run the Riot, comme il le dit, Boys Run the Riot, tome 1 et tome 2, c'est une série en 4 tomes chez Akata, qui est très particulière parce qu'en fait, au premier abord, avec la couverture, on a l'air d'être dans un délire un petit peu fourio, un petit peu banlieue, etc. On est dans la street, mais ça reste la street, on va dire, calme, cool, où les mecs font pas de la bagarre, c'est pas des furios, c'est pas des délinquants, c'est juste des jeunes en marge de la société, mais c'est tout. Et il y a un gros délire, alors qui est dans le délire du catalogue de Akata, où en fait, l'héroïne est un héros. En fait, elle est née fille, mais elle se considère comme un garçon. Donc elle est transgenre, transidentité, c'est la transidentité, enfin c'est elle est transgenre, et donc il y a tout un délire aussi là-dessus par rapport à ça qui est super intéressant. Ça se marie parfaitement avec le catalogue de Akata, où il y a toujours pas mal de mangas autour des LGBT, la recherche de soi, de l'identité sexuelle, etc. Notamment, il y avait Cœur évanescent, je sais plus comment ça s'appelle, enfin il y a une série qui est super bien en 4 tomes sur un garçon homosexuel dont ses potes découvrent son homosexualité et il veut se suicider, c'est en 4 tomes, c'est génial. Donc Akata, dans ce délire-là, je trouve qu'ils ont des très bons titres, et donc je trouve que ça se marie parfaitement en même temps, en ayant aussi ce côté un peu la street, avec le héros qui veut faire des tags. Je dis héros parce que, bon, de ce qu'on m'a expliqué, quand une personne née femme mais se considère comme un homme, il faut mieux le catégoriser comme il. Voilà. Donc si je dis une connerie, dites-le moi en commentaire. Je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de questions et de ce délire-là. Je suis pas du tout calé par rapport à ça. Donc peut-être que j'ai des grosses conneries, donc dites-le moi en commentaire. Et donc ouais, il y a ce délire transidentité. Il y a aussi un délire de tag, il y a un délire de hoodies où les mecs ils veulent faire une marque de vêtements. C'est super intéressant, moi j'ai beaucoup aimé, et c'est en 4 tomes. Donc clairement à la fin de l'année, la collection il sera terminée en France. Et c'est vraiment un très bon titre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Initial D, tome 45, on est à 3 tomes de la fin. S'il vous plaît, Kazé, terminez Initial D cette année, je veux pas attendre encore 30 ans avant d'avoir la fin. Putain, je le dis à chaque fois, mais imaginez que j'ai commencé Kengan les 40 tomes pendant le premier confinement du Covid, en 2020. Depuis, on est à 5 tomes de plus, c'est horrible. J'ai l'impression que ça avance pas du tout Initial D, c'est un peu dommage, sachant qu'en plus l'auteur a commencé un manga qui est déjà au tome 25 au Japon. J'ai vu sur le tome 25, je crois qu'il est au tome 13-15. Donc je pense qu'on n'aura jamais en France. Donc là on est sur, pour moi, la dernière course d'Initial D, parce que Ryusuke vient de terminer sa course contre je ne sais plus qui, et donc là on a Takumi qui va affronter un petit peu son double, qui a été teasé il y a un tome ou deux, sachant qu'il reste que 3 tomes. Je pense que la course de Takumi va faire un tome et demi, et il restera un demi-tome pour tout conclure, donc je pense pas qu'ils vont redémarrer une dernière course. Peut-être une course entre Ryusuke et Takumi, mais je vois pas trop l'intérêt. Et donc ça sera la fin de Initial D, qui est vraiment une très bonne série. On approche de la fin, donc foncez, parce que j'ai du mal à me dire que Kazé va réimprimer très rapidement la suite.
C'est pas un manga qui se vend par palette entière, avec la crise du papier. Si vous n'avez pas encore la série, dépêchez-vous, parce que je pense que passé le tome 48, Reido, fini. Sidou, tome 15, toujours aussi bien, Sidou, Tsutomu Takahashi, j'adore. Donc là, on est sur un tome qui va, pour moi, marquer un gros point dans la série pour 2-3 raisons. Notamment, déjà, on a le héros et donc sa copine qui est en couverture, qui ont passé le cap, donc je pense clairement, sachant que l'auteur est souvent un petit peu macabre par rapport à ça, il est pas gentil avec ses personnages, je sais pas pourquoi je la sens mourir. Je sais pas pourquoi je sens qu'elle va pas durer plus de 5 tomes. Là, c'est trop beau il reste 10 tomes, c'est trop beau pour eux. Il resterait un tome, je dirais, c'est bon, c'est fini. 10 tomes, ah, je le sens pas. Surtout qu'en plus, c'est super intéressant par rapport aux personnages, parce qu'il y a tout ce côté, ils ont jamais eu de famille, ils ont juste une mère qu'ils ont perdue très jeune. Là, ils se recréent une famille, parce que maintenant, le petit frère a une grande sœur adoptive. Lui, il va peut-être se marier avec sa copine qui était sourde ou muette, je sais plus, qu'on voit dans le tome, et avoir des enfants, donc des neveux, etc., des nièces. Je le sens pas. Et en plus, alors l'autre truc qui marque, c'est que c'était un petit peu présent, mais là on a vraiment l'utilisation d'armes à feu qui devient de plus en plus importante, et donc à voir comment ça va se passer avec les samouraïs et leurs katanas, comment ils vont pouvoir lutter face aux armes à feu. À voir, en tout cas, j'attends la suite avec impatience, il reste plus que 10 tomes, donc on est dans les derniers, on commence à attaquer la dernière ligne droite, je crois qu'en plus là je crois qu'on a dépassé là où c'était arrêté pour la première fois Panini avec Sidou, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai jamais acheté les premiers Sidou, qui étaient en couleur jaune. Mais en tout cas, voilà, vraiment très très bien Sidou. J'ai aussi pris Criminel Fiançailles tome 1 et tome 2. J'étais curieux parce que le speech de départ où tu as la fille d'un Yakuza d'Osaka qui est fiancée à le petit-fils, enfin c'est une petite fille qui est fiancée à un petit-fils d'un Yakuza de Tokyo pour créer une alliance entre l'Est et l'Ouest. Je me dis, oh, ça va être intéressant, on va être dans un délire de gros Yakuza. Pas vraiment. Alors, il y a un petit délire Yakuza, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouah, c'est sombre, c'est dur, relations, etc. » Il y a un passage au début où le garçon dit à la fille ouais, je vais te prostituer, tu vas me rapporter de l'argent, tu vas te prostituer, tu vas vendre ton cul, etc. Ça va me rapporter 250 millions de yens par mois, on sera super riche, etc. » Ça dure un chapitre. Il n'y a rien du tout. Et après, on part sur un délire où la fille a fait « Ouais, j'ai fait ça, maintenant tu vas te calmer, t'obéis, etc. » Il dit oh, « J'adore les filles qui sont dures avec moi, j'aime qu'on me parle mal. » Et donc il y a un délire un petit peu SM entre le mec qui aime qu'on considère comme une merde, et la fille qui doit subir pendant 1 an ses fiançailles malgré elle. Et c'est tout. Après, le côté Yakuza, il est là, mais c'est plus un skin qu'autre chose. Ça aurait pu être la fille d'un PDG, c'était pareil. Vraiment, on voit une fois ou deux le héros qui a du sang, enfin, on le voit torse nu, il a des tatouages, ok. Une fois, on le voit, il a du sang sur les mains, ok, mais c'est tout. On nous dit, ouais, la fille de machin truc, c'est un Yakuza, s'est fait enlever. Voilà, mais pas plus que ça, on nous parle vite fait, mais en fait, le truc, c'est que on nous dit beaucoup de choses, mais on nous montre rien. Et donc, j'ai du mal à me considérer comme un manga autour de Yakuza, parce que, déjà, les personnages principaux sont pas encore dans le milieu des Yakuza, c'est des lycéens, et tu vois, en fait, il a un peu le cul entre deux chaises. Il y a un peu ce côté, on veut faire du Yakuza, etc., mais en même temps, on veut que ça soit une petite comédie romantique mignonne. C'est un peu... Il a le cul entre... En fait, je trouve que le manga a plus le cul entre deux chaises que La Voix du Tablier, où La Voix du Tablier, dès le début, on dit, c'est un ancien Yakuza, ça sera de l'humour, point barre. Là, le truc, il y a un petit côté, on veut faire un truc sombre, mais on veut que ça reste comme une comédie romantique, et je suis un peu déçu, je trouve que même... Ouais, seinen, je peux comprendre parce qu'il y a des passages un petit peu glauques, mais c'est quand même très light pour un seinen, hein. Vraiment, je m'attendais... En fait, le truc, c'est que tout le monde m'a montré cette scène où le mec, comme je dis, propose à la fille de se faire violer, enfin, prostituer, il va vendre son cul, mais en fait, ça revient une fois sur 2 tomes. Et après, on est sur la comédie romantique, c'est plus drôle que triste, donc je suis un petit peu surpris, mais voilà, en tout cas, et pareil, alors... C'est juste personnel, mais je trouve que le dessin, je suis pas très fan. Il y a vraiment ce côté très onduleux, très droit, très limite numérique. Ça fait même un peu vieux shoujo, où les personnages, ils ont vraiment un visage très long et pointu. Mais vraiment pointu. On a l'impression que ça a été fait sur une forme géométrique sur Paint. C'est assez particulier. Mais voilà, en tout cas, je pense que je vais continuer encore un tome ou 2 pour me faire un avis définitif. Mais c'est vrai que là, je suis un peu déçu, parce que tous les retours disaient « Ouais, c'est sombre !» Oh bah putain, les gars, si ça c'est sombre, lisez pas Okijima, hein, vous allez mourir. Fairy Tail, le tome 14. Fairy Tail, le tome 14. Donc on a terminé Lintenro que j'ai pas aimé, et donc on attaque
Fairy Tail, tome 14 de l'édition intégrale. Donc on a terminé l'arc Edolas que j'ai trouvé insupportable. J'aime vraiment pas l'arc Edolas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Et donc on commence l'île Tenro, l'arc de l'île Tenro, donc l'examen pour passer magicien de classe S dans Fairy Tail. Donc on a sur la couverture tous les candidats qui vont être accompagnés d'un acolyte pour cette mission, enfin cet examen qui est un peu une sorte d'arc tournoi déguisé, hein, un petit peu, même s'il y a moins ce côté combat d'affrontement, il y a un petit peu ce côté, on regroupe plein de personnages pour un affrontement, même s'il n'y a pas ce côté tournoi, mais vous avez compris l'idée, je pense. J'avais des bons souvenirs de cet arc-là, pour l'instant il commence bien, avec l'arrivée un petit peu de plein de personnages, soit un peu secondaires, soit intéressants, genre Rebi, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'elle est devenue super intéressante à partir de cet arc-là. Avant, elle était un peu osef, mais c'est cool de, voilà, il y a Gagil qui vient, il y a Elfman qui revient, il y a Kana qui était quasiment pas exploité de la série, enfin elle a un arc sur elle, et va avoir l'arrivée de Grimoire Hearts, génial, et en fait là je me rends compte que la fin du tome, c'est juste l'arrivée des Grimoire Hearts. Je me souviens que le combat est hyper long, il y a au moins 7 combats, parce qu'il y a les 7 ou 6 frères du Purgatoire qui représentent les 7 péchés capitaux, donc ils sont 7. Plus on a le Big Boss, le Blue Machin, plus on a le grand Big Boss Hades, qui vont tous avoir des combats. Mais en fait, là, il y a au moins 3-4 tomes comme ça de Fairy Tail. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là que les arcs de Fairy Tail sont devenus de plus en plus costauds, parce que Edolas, c'est 2 tomes, celui-ci, c'est facile, 3-4 pavés comme ça. Waouh, ça va devenir de plus en plus costaud, et vivement, parce que c'est à partir de la suite, pour moi, que les gens ont commencé à cracher sur Fairy Tail, donc j'ai hâte de voir ça, donc le fameux arc post-Edolas, donc le grand tournoi magique, etc., qui lui, donc, est un vrai arc tournoi. On a fini il n'y a pas très longtemps la série Moon Knight sur Disney+, et Panini a profité de l'occasion pour éditer plusieurs comics, alors j'en ai pris 2 qu'on m'a conseillé. Tout d'abord, le run de Jeff Lemire, donc Moon Knight Lunatic, et le run de Huston, alors j'ai plus son prénom, excusez-moi, Charlie Huston, donc le fond, qui est un arc de 2006, et lui qui est de 2016, donc il y a 10 ans d'écart entre les deux runs. Je vais commencer par le fond, qui est sympathique, que j'ai un peu moins aimé que Lunatic, je dirai pourquoi après. On est sur un héros très urbain, il croise Spider-Man, il croise Punisher, et le truc c'est que ce run a été fait en 2006, en plein Civil War, donc l'affrontement entre Iron Man et Captain America. Alors ça va, Moon Knight était très peu présent dans cet arc-là, donc en fait il suit sa vie, parce que c'est vraiment un personnage solitaire où personne n'a envie de l'avoir dans son équipe, ni Iron Man, ni Captain America, il les croise, mais c'est tout, on parle un peu de la Civil War, mais c'est tout. C'est sympathique, on est vraiment sur le héros qui est à New York, qui est dans les bas-fonds de Manhattan, qui parle de Daredevil, qui croise Punisher, qui tue des malfrats. C'est sympathique, mais en comparaison avec Lunatic, donc qui est beaucoup plus récent, qui a clairement inspiré la série Moon Knight sur Disney+, on est là vraiment sur l'introspection du personnage de Mark Spector, Steven Grant et son troisième alter ego, Jake Loki, donc le taximan. Et en fait, là, c'est vraiment un comics, pas sur Moon Knight, mais derrière Moon Knight. Qu'est-ce qu'il y a sous le masque? Parce qu'en fait, déjà, Moon Knight, on le voit quasiment pas dans ce comics. On le voit un petit peu, mais vraiment, sur 300 pages, tu dois voir 50 pages à tout casser sur le super-héros. Et en fait, on est vraiment sur le côté, les différentes personnalités, comment elles s'entrechoquent. Et je trouve que les auteurs ont eu une idée vraiment géniale. C'est qu'en fonction, si on est avec Steven, Mark ou Jack, le dessin et la colo est différente. Et en plus, il y a une 4ème personnalité où cette fois, c'est un mec qui se croit dans l'espace, qui affronte des créatures venues de la Lune, etc. C'est what the fuck, ça sort de nulle part, mais c'est génial, et je trouve que c'est brillant comme idée d'avoir vraiment montré les différentes personnalités à travers des dessins différents, des univers différents, et vraiment hyper intéressant ces interactions entre eux. On est des fois très perdus, et je pense que c'est un run à relire au moins une seconde fois pour bien tout comprendre, parce que il y a tellement de délire où, à un moment, on voit Mark qui se bat en tant que Moon Knight, et après, en fait, on est Steven qui filme un film où il fait Moon Knight, et après, il parle avec Jack Loki qui parle avec quelqu'un d'autre. On est vraiment dans du Inception ou d'autres séries un petit peu à la Nolan. Je pense qu'il aurait kiffé faire Moon Knight, Christopher Nolan, parce que c'est vraiment dans ce délire de cinéma, de réalisation. En tout cas, Moon Knight, je vous conseille, c'est vraiment... Celui-là, il est vraiment très bien. Celui-là, je suis un peu moins fan, mais vraiment, Lunatic, c'est une pépite. Maintenant, on passe au tome 7 du Chat du Rabbin, donc le tome 7 qui s'appelle La Tour de Babelwed. Ce titre me fait très rire. Et alors, un gros tome, là, je crois que il commence l'auteur, enfin, Johan Sfar commence à
un peu enrichir ses BD parce qu'elle fait 80 pages, un petit peu comme les BD de Klezmer qui font une centaine de pages. Et donc là, on est sur... J'ai moyennement aimé l'histoire parce qu'en fait, il y a un postulat de départ. Après, on part un petit peu dans tous les sens où on nous dit au début, le rabbin, il va aussi s'occuper de la mosquée, etc. Donc c'est un peu bizarre qu'il y a un juif qui s'occupe des musulmans. Donc il y a tout un délire sur les religions qui est très intéressant. Avec en plus, tu as le grand rabbin et le grand... excusez-moi, j'ai plus l'imam, qui se sont dit « Ouais, on n'est pas d'accord ». Et le cheikh, il dit « C'est marrant, vous êtes d'accord sur votre désaccord ». Et il y a plein de blagues là-dessus sur le fait que les religions soient pas d'accord, alors que des fois, elles ont des points communs et qu'elles pourraient s'accorder. Et alors après, il y a le délire où tu as le Malka des Lions qui enlève le petit-fils du rabbin, donc là, le fils de Zlabia. Ça part dans tous les sens. Enfin, là, j'ai un peu perdu le fil. Mais dans l'ensemble, bonne BD. Il me reste que 3-4 tomes avant la fin. Le 8, le 9, le 10 et le 11, 4 tomes. J'en parlerai toutes les semaines maintenant que j'ai fini Klezmer. Et après, j'ai d'autres BD. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Mais là, il y avait un petit peu Moon Knight, donc ça a pris un peu de place. Il y avait 2 BD quand même. Enfin, 2 comics. Et donc, on va arriver sur la dernière chose, Astérix. Et donc, on arrive au tome 18 de Astérix, Les Lauriers de César, qui est donc une BD où ils quittent le village, ils arrivent à Rome, et c'est une très bonne BD. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'il y a ce délire un petit peu rat des villes, rat des champs, où ça commence en fait, on a Astérix et Obélix qui sont à Rome. Alors, il y a tout un délire où ils sont à Rome, je sais pas pourquoi, et après on dit retour arrière, on arrête l'image, et en fait, tu as 3 cases où tu vois Astérix qui fait une action, l'action s'arrête, l'action revient en arrière sur 3 cases, et là, on nous explique qu'ils étaient à Lutèce avec Abracoursix, qui sont allés voir son beau-frère, qu'il y a eu un délire entre les 2 beaux-frères sur rat des villes, rat des champs, hein, genre ouais, à Lutèce, vous croyez que vous pétez plus haut que votre cul, etc. Et donc, ouais, vous, la campagne, vous êtes des bouseux. Donc, Abracoursix dit à Obélix et Astérix d'aller récupérer les lauriers de César pour faire un ragoût, et donc ils se retrouvent à Rome, ils vont se livrer en tant qu'esclaves pour infiltrer le château de César. C'est vraiment très très cool, c'est vraiment une bonne BD. J'ai vraiment bien aimé, hein. Clairement, je pensais pas aimer, je pensais au début que ça allait être une BD un peu pas terrible au vu de la couverture avec le César austère, etc. Et finalement, c'est plus malin qu'il y paraît, j'ai vraiment bien aimé. Et là, le prochain, je crois que c'est le Devin. J'apprends parce que j'ai souvenir du dessin animé qui date d'il y a très 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 longtemps, et je vais enfin pouvoir découvrir la BD d'origine. Donc voilà, c'était mes lectures, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Discord, Instagram. Et bah sur ce, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!